terme, c'est affirmé, la nouvelle école examen de quelques tableaux de Courbet. Premièrement, les paysans de Flagey ou le retour de la foire. Puisque le réalisme a reçu son nom de Courbet, que c'est lui qui, par le talent autant que par l'audace, exprime le plus énergiquement la tendance actuelle, qu'en dernier lieu, c'est son tableau des curés revenant de la conférence qui m'a fourni l'occasion de cette étude. On me pardonnera de m'attacher plus spécialement à cet artiste. Je n'entends point pour cela confisquer ou nier à son profit aucun talent analogue au sien, aucune participation légitime dans la révolution dont il est le porte-drapeau, aucune gloire méritée. Ce n'est pas quand je prêche l'égalité et me moque des grands hommes, quand je combats de toute ma force pour établir d'une manière définitive la prédominance du droit sur l'idéal, quand je vais jusqu'à applaudir à la furie iconoclaste, ce n'est pas à ce moment-là que j'irai prendre parmi mes contemporains un peintre si grand qu'il soit dans son art pour en faire une idole, en bornant mes observations à un petit nombre de tableaux, comme je l'ai fait à propos des classiques, romantiques, peintres de guerre ou de genre, en se demandant ces tableaux et en demandant ces tableaux à un seul artiste. Parce qu'éloigné pendant près de 5 ans de mon pays, je n'ai pas pu connaître les autres. Je fais réserve expresse en faveur de qui de droit, des titres acquis et des éloges mérités. On a dit de Courbet qu'il ne faisait que continuer le naturalisme hollandais. Cela est vrai dans une certaine mesure. Ce serait un préjugé fâcheux contre Courbet s'il ne descendait de personne, s'il ne continuait rien dans l'humanité. Mais Courbet est un Français du Jura, non un Hollandais du Zuiderzee. Il est né catholique et n'a rien du protestantisme. Ajoutez que depuis l'époque où fleurissent les grands peintres de la Hollande et de la Flandre, Rembrandt, Van der Helst, Teniers, le monde a vu se succéder bien des hommes, bien des idées et bien des événements. Nous avons eu le siècle de Louis XIV et celui de Voltaire, la philosophie allemande et la Révolution. Nous avons eu en peinture comme en politique cette longue rétrogradation de 1799 à 1863, assaisonnée de romantisme, d'éclectisme, de socialisme, de chauvinisme, de lâcheté profonde et de vénalité universelle. Il est impossible que nous ne retrouvions pas quelque chose de tout cela dans les œuvres du maître franc-comtois, et ceux qui lui reprochent, ainsi qu'à ses confrères de la même école, de n'être que des continuateurs font déjà preuve de peu de justice. La fantaisie dans l'art a fait son temps. Sa seule ressource désormais est de servir à la raison moderne. Commençons donc avec lui par raisonner juste. J'ai fait précédemment la critique des Moissonneurs de Léopold Robert, sorte de transition entre l'idéalisme des classiques et romantiques et le réalisme de la nouvelle école. Mettons en regard de ce tableau une œuvre du même genre de Courbet, Les paysans de Flagey ou Le retour de la foire. Nous sommes loin ici des paysans adonisés de Robert, plus loin encore peut-être de ces fiers républicains que Rembrandt et Van der Helst ont représentés, l'un dans la ronde de nuit, l'autre dans le banquet des arquebusiers, et sur lesquels nous, tout en conservant la ressemblance des personnes et des types, ils n'ont pu s'empêcher de répandre un certain reflet de gloire, transporté de la face des dieux. Ici, nulle pose, nulle flatterie, pas le plus léger soupçon d'une figure idéale. Tout est vrai, saisi sur nature. Non que je veuille dire que les figures soient des portraits, mais elles sont telles que vous croyez les avoir rencontrées partout. La scène, enfin, dans son ensemble et ses détails, d'une vérité, d'une naïveté telle que vous êtes tenté d'accuser le peintre d'avoir totalement manqué d'invention et de vous avoir donné un daguerréotype pour une œuvre d'art. Mais arrêtez-vous un instant sur ce réalisme aux apparences vulgaires et vous sentirez bientôt que sous cette vulgarité se cache une profondeur d'observation qui est selon moi le vrai point de l'art. Il en est de la simplicité des grands peintres comme de celle des grands écrivains. Rien de plus facile au premier coup d'œil. Il n'y a qu'à parler comme tout le monde. Essayez-en et vous verrez, comme dit la chanson, si vous réussirez. La scène se passe vers 1830, peu avant, peu après, sous la charte constitutionnelle, 30 ans au moins après la première révolution. Sur le premier plan, un homme se présente en habit long, culotte courte, chapeau tricorne, son parapluie de coton sous le bras, sa pipe à la bouche, chassant devant lui un jeune porc destiné à l'engraissement. Plus loin sont deux paysans en blouse montés sur des chevaux qu'ils ramènent aussi du marché, l'un d'âge mûr, au maintien grave, l'autre jeune homme, le visage tourné vers une jeune fille qui suit par derrière avec le reste de la compagnie. D'autres conduisent des bœufs,
Je néglige ces détails, tout cela n'a rien de fort intéressant et avec nos habitudes de tableaux d'église, d'histoire ancienne, de drames shakespeariens ou de mythologie grecque, on se demande si c'est une enseigne d'auberge qu'on a devant les yeux ou un tableau destiné à la halle. Il n'a pas fallu, se dit-on, un grand effort d'imagination au peintre pour combiner tout cela. Et puis, à quoi bon toutes ces trivialités? Allons à la foire, à l'écurie, nous en verrons tout autant. Pourtant, ces gens causent et les propos se croisent. Nous pouvons à leur physionomie deviner sinon ce qu'ils disent, au moins ce qu'ils pensent. Peut-être ceci nous intéressera davantage. L'homme au cochon se définit de lui-même par son accoutrement. C'est un petit propriétaire villageois qui, dès le printemps, songe à ses prévisions d'hiver. Il a fait partie de la réquisition de 18 à 25 en 1793 et il a bu le Rhin. C'est de là qu'il aura rapporté l'habitude de fumer. Il est allé à la foire, à Besançon, d'abord pour faire emplette d'un nourrisson, puis pour toucher le quartier échu d'une petite pension qu'il a gagnée à la guerre contre les émigrés. Revenu de ses campagnes, il a repris la vie rustique et vous ne devineriez guère en lui un héros de la République. Son air n'a rien de tout de marital. Rendu à son foyer, le soldat français se retrouve gros Jean comme devant. Cependant, ne vous y trompez pas, tel que vous le voyez, occupé de son cochon, serrant sa pipe entre ses dents, le bonhomme a des opinions arrêtées. C'est un défaut qu'il s'est inoculé en 89. Il est têtu. Si le tremblement de la Révolution est peu de son goût, il garde encore plus rancune à l'Ancien Régime, et viennent les journées de juillet 1830. Il sera l'un des premiers à se rallier au drapeau tricolore contre les prêtres et contre les nobles. L'homme d'âge mûr qui revient à cheval est le paysan riche, maire de sa commune, à la tête d'une exploitation importante. C'est un personnage officiel et qui, sous sa blouse, sait garder son rang, parlant peu et avec discrétion, d'opinion modérée, aimant du reste à couvrir sa responsabilité sous une autorité supérieure. Les grands ambitieux sont rares en France. Il est remarquable que les généraux de la République n'eurent tous que la velléité du pouvoir, un seul excepté, qui par sa race, sa langue, son éducation domestique, n'était pas français, Napoléon Bonaparte. La figure grave et réservée de notre mère trahit à merveille l'esprit positif de ce satisfait rustique, homme d'ordre, fier de la beauté de ses chevaux, qui sait le proverbe « tant vaut la bête, tant vaut l'homme », et qui est lecteur censitaire, jugeant au-dessous de sa dignité de faire de l'opposition, vote pour le candidat ministériel. Il est accompagné de son fils, jeune gars qui vient d'assurer contre le risque de conscription et qui de son côté ne tient pas le moins du monde à devenir un fils de la victoire. Il n'y a pas au monde d'homme moins avide des lauriers de Mars que le paysan français. Celui-ci, du haut de sa monture, échange un sourire avec la paysanne à pied. Est-ce sa fiancée? Non. La fiancée du fils de monsieur le maire ne voyagerait pas seule, à pied perdu dans la foule. Est-ce sa maîtresse? Pas davantage. En fait de mariage, le paysan franc-comtois ne va qu'à pas compter. La mésalliance lui est aussi antipathique qu'aux bourgeois et aux nobles. Quant aux amours libres, il y regarde à deux fois. Il en redoute le scandale et les inconvénients. Surtout, il ne les affiche pas, et tant que vous le voyez galant, tenez pour sûr qu'il n'y a rien. De son côté, la jeune fille, tout en souriant à un témoignage qui l'honore, sait imposer silence à son cœur. Elle ne croit guère à un mariage aussi disproportionné, et pour qu'elle s'engage dans des relations d'une autre espèce, il faudrait qu'elle eût déjà fait bien du chemin. Voilà le paysan de Franche-Comté, disons plutôt, voilà le paysan français dans la sincérité de sa nature, à 30 ou 40 années de la Révolution, dans une des 1000 scènes de la vie provinciale. Voilà la France rustique, avec son humeur indécise et son esprit positif, sa langue simple, ses passions douces, son style sans emphase, sa pensée plus près de terre que des nus, ses mœurs également éloignées de la démocratie et de la démagogie, sa préférence décidée pour les façons communes, éloignée de toute exaltation idéaliste, heureuse quand elle peut conserver sa médiocrité honnête, sous une autorité tempérée dans ce juste milieu aux personnes gens, aux bonnes gens, si chères et qui, hélas, constamment les trahissent. Ce qui caractérise en effet notre peuple, ce que vous retrouverez dans toutes les classes de la société française, sans distinction de fortune, d'âge ni de sexe, avant que l'emportement du siècle en ait altéré le naturel. C'est un tempérament modéré, un caractère uni, des mœurs égales, nulle ambition du commandement, moins de disposition encore à la révolte, et la plus profonde antipathie pour tout ce qui s'écarte de la route vulgaire. Dans les paysans de Flagey, tout le monde, à son point de vue, dans le cercle de ses idées et de ses intérêts, peut se dire partisan du juste milieu. Le maire, dans l'exercice de son autorité, est un juste milieu. Le vieux soldat, dans son appréciation des gouvernements qui se sont succédés depuis 89,
critiquant, blâmant tour à tour la République, l'empereur des Bourbons, sceptique. Ces Bourbons sceptiques, méfiants, ne sachant pour qui se prononcer, les Bourbons, et aussi du juste milieu. Le jeune homme et la jeune fille enfin au moment où leur cœur semble s'élancer l'un vers l'autre. L'empereur, les Bourbons, sceptiques, méfiants, sur la flamme de leur regard, restent dans le milieu que leurs sentiments, plus prudents que passionnés, leur assignent. Certes, l'étranger qui n'aurait appris à nous connaître que par les chefs-d'œuvre de notre littérature, puis par le scénario de notre révolution, par les victoires et conquêtes, les discours de nos tribuns, le parlage de nos journalistes et de nos commis voyageurs, aurait peine à reconnaître des Français natifs dans la thèse exacte et très véridique effigie que nous venons d'analyser. Combien se dirait-il cette race est au-dessous de celle qu'a peinte Robert dans ses Moissonneurs? Quelle physionomie commune, quelle absence de distinction, de noblesse dans toutes ces figures. Voilà pourtant ce que nous sommes tous d'origine, voilà la souche d'où nos pères sont sortis et sur laquelle notre postérité continuera de fleurir, pourvu toutefois que le ver de la corruption moderne ne nous ait pas déjà piqué à mort. Race singulière, capable de tous les élans du génie, de tous les éclats de la passion, de toutes les sublimités de l'enthousiasme, de tous les engouements de la nouveauté elle-même, mais qui toujours revient avec délice à son honnête milieu, au calme de ses habitudes, au modérantisme de ses opinions, à l'indécision de son tempérament. Sans doute, nous ne sommes pas aujourd'hui à Paris surtout, tel que j'ai essayé pour expliquer le tableau de Courbet de nous dépeindre. Notre juste milieu politique a abouti à une honteuse destitution. Cette estime de la médiocrité qui distinguait nos pères a fait place aux impatiences de l'industrialisme, aux convoitises de l'ajotage. Nous avons dépouillé pour une phraséologie prétentieuse et pleine de sophismes notre bon sens gaulois, et l'excentricité des jouissances nous fait trouver insipide la modestie des vieilles mœurs. La galanterie française, autrefois si vantée, était une forme d'urbanité sous laquelle se cachait une raison, maîtresse de l'amour et de laquelle naissait, avec la sainteté des familles, la force de caractère. Maintenant, nous avons contracté d'autres habitudes. La galanterie chez les messieurs n'est pas pour rire, et la coquetterie chez les dames a sa signification. Le paysan, comme le citadin, poursuit avant tout en mariage l'argent et cherche des dédommagements à sa passion dans la corruption des servantes et des filles du peuple. La lâcheté des consciences est le fruit de la lâcheté des amours. Mais cette transformation incessante des mœurs et des idées est justement la condition principale et par suite le gage de la perpétuité de l'art nouveau. En même temps que nous demandons dans l'intérêt supérieur de l'éducation sociale de fidèles représentations de nous-mêmes, nous tenons à ce que ces mêmes représentations deviennent pour la postérité des constatations historiques. Supposez que l'auteur des paysans de Flagey ait relevé, comme on dit, d'un rayon d'idéal ces figures véridiques, ennoblissant leurs gestes, rehaussant leur attitude. L'effet eût été manqué. Il aurait fait un tableau agréable comme celui de Robert, c'est-à-dire que nous aurions de plus une œuvre fausse, classique ou romantique dans sa conception, mais banale dans ses élégances, commune avec sa recherche. Une œuvre sans originalité, sans portée, sans idée, nulle pour l'art, inutile aux hommes du présent et à ceux de l'avenir. Et que ne donnerions-nous pas pour contempler aujourd'hui dans leur vie intime, dans leur occupation domestique et leurs affaires de ménage, les Romains de temps du Fabricius et des Scipion, les Grecs de Solon, de Thémistocle de Périclès, les Carthaginois d'Hannibal et les Gaulois de Vercingétorix. Quel commentaire pour l'histoire, quelle révélation pour la science des mœurs. Peut-être disparaîtrons-nous à notre tour de la scène du monde. Ce qui est indubitable, c'est que d'ici à quelques siècles, nous aurons changé. Dans 300 ans, notre postérité ne nous ressemblera pas plus que les Flamands et les Hollandais d'aujourd'hui ne ressemblent pour le costume, les pensées, les mœurs, aux contemporains de Rubens et de Rembrandt. Croyez-vous qu'alors, des tableaux comme celui de Courbet n'acquièrent pas aux yeux des générations futures, comme souvenir de famille et abstraction faite du talent de l'artiste, 100 fois plus de valeur que toutes les fantaisies et illustrations des David, des Delacroix et des Ingres? Le tableau des paysans de Flagey est au jugement de ceux qui soutiennent de leur approbation la nouvelle peinture, un des meilleurs de Courbet, exposé au salon de 1851 avec les casseurs de pierre et l'enterrement à Ornans, dont nous parlerons plus bas. Il fit pousser, dit un critique, des cris de surprise, de répugnance et d'admiration. Courbet venait de frapper fort comme un Hercule de foire. Les critiques s'indignèrent au nom de la noblesse, de l'élégance du style et de tous les commandements de l'Académie. Je ne veux disputer ni sur la noblesse, ni sur l'élégance, ni sur la pose,
ni sur le style, ni sur le geste, ni sur rien de ce qui constitue l'exécution d'une œuvre d'art et qui fait l'objet habituel de la vieille critique. Je serais même assez disposé à déclarer que je n'entends absolument rien à ces choses et que je m'en félicite. Courbet possède comme artiste de puissantes qualités qu'on ne lui refuse guère. Il a aussi ses défauts, dont je n'entends aucunement lui faire un mérite. Je serais fort surpris qu'il n'en eût pas, et même de très grands. Tout continuateur qu'il est de l'école hollandaise, Courbet est novateur, radicalement novateur. Il ne se connaît pas encore bien lui-même, et j'en donnerai la preuve. Il n'est soutenu, éclairé, redressé ni par le public, qui ne le comprend pas mieux qu'il ne comprend la peinture classique et romantique, et ne sait où il en veut venir, ni par la critique littéralement aveugle, ni par les maîtres. Comment ne trébucherait-il pas à chaque instant? Quel est donc l'art qui s'est produit du premier coup par des œuvres sans reproche? Oublie-t-on que dans la Grèce de Périclès, dans celle d'Alexandre, les statues qui attiraient le plus la dévotion de la foule étaient les plus vieilles, des figures sans mouvement, sans geste, sans idéal, presque informes, premier essai de la religion et de l'art. Eh bien, je vous le dis, nous assistons en ce moment à la naissance de quelque chose qui, en peinture, sera plus grand que tout ce qu'ont laissé les anciens et les modernes. Ni notre folie ne parvient à l'étouffer. Nescio quid maius nascitur l'Iliade. Ce que je demande, en conséquence, c'est qu'on ne juge pas le novateur avec le préjugé qu'il veut détruire. C'est qu'on applique à un art nouveau une critique nouvelle. Qu'on l'apprécie en lui-même, comme le philosophe qui, en faire la critique d'une idée, d'une théorie, d'un système, se garde bien de juger de ce système d'après sa conformité ou sa non-conformité avec tel autre. Il prend dans son principe, il s'assure de sa logique, il vérifie s'il ne recèle pas de contradictions, s'il rencontre tous les faits, s'il répond à tous les problèmes que pose la philosophie. Qu'est-ce que l'art et quelle est sa destination sociale? Nous l'avons dit, l'art est une représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes en vue du perfectionnement physique et moral de notre espèce.